avec sa taxe Zuckman. La 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 taxe Zuckman. 2%. C'est le taux d'une taxe qui promet de faire payer les milliardaires et de sauver les finances publiques. Mais derrière cette taxe qui paraît peu contraignante au premier abord, Gabriel Zuckman cache une machine fiscale risquée et économiquement inefficace. Aujourd'hui, on démonte ensemble la taxe Zuckman et pourquoi elle pourrait, au lieu de sauver la France, accélérer son déclin. Salut à tous, bienvenue sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. L'idée de base de Zuckman est simple, une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires chaque année et dans tous les pays du G20. En France, la taxe viserait les 1800 foyers fiscaux dont le patrimoine net est supérieur à 100 millions d'euros. Le résultat espéré en termes de recettes publiques est estimé à environ 20 milliards d'euros. Officiellement, le but est de corriger une injustice. Les plus riches paieraient, selon lui, moins d'impôts que la classe moyenne. Mais pourquoi Zuckman pense-t-il cela et surtout a-t-il raison ? D'abord, il faut parler des chiffres qu'avance Gabriel Zuckman pour justifier sa taxe. Tout d'abord, Zuckman affirme que les milliardaires paient un taux d'imposition effectif d'environ 0,2 à 0,5% de leur patrimoine par an. Pour obtenir ces chiffres, il rapporte les impôts personnels effectivement payés, comme l'IR, la CSG, l'IFI ou autres, au patrimoine total ou à la croissance du patrimoine. Bon, déjà, première chose, Zuckman ne comptabilise pas dans ses calculs l'impôt sur les sociétés payé par les holdings des entreprises. En effet, c'est au cœur de la critique de Zuckman, mais le régime Murphy permet d'éviter la double imposition des dividendes entre sociétés d'un même groupe. Ça minimise donc la taxation personnelle. Et ça, pour Zuckman, c'est une raison suffisante pour ne pas considérer que les milliardaires supportent cette charge. De même, il ne tient pas compte des bénéfices non distribués, qui restent dans la boîte, mais qui sont pourtant aussi soumis à l'impôt sur les sociétés. Sauf qu'on peut comparer aux chiffres de l'Institut des politiques publiques, l'IPP. L'IPP calcule un taux d'imposition total sur le revenu économique, incluant l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, les impôts sur le patrimoine, l'impôt sur les sociétés payées par les entreprises détenues, et le revenu pris en compte inclut les revenus non distribués, comme les bénéfices réinvestis. En fait, l'IPP reconnaît le rôle du régime Murphy et confirme qu'il permet de minimiser la taxation personnelle. Mais elle estime qu'il faut quand même imputer l'IS sur les holdings aux propriétaires, car il en est le bénéficiaire économique final. Et même chose pour les bénéfices réinvestis. Ainsi, pour les 0,1% les plus riches, le taux effectif d'imposition totale serait de 46%. Pour les milliardaires, donc les 0,0002% les plus riches, il serait de 26%. Donc même si les milliardaires paient effectivement moins d'impôts proportionnellement, on est très loin du chiffre de 0,2%, chiffre qui était beaucoup plus vendeur que 26%. D'ailleurs, c'est bien le chiffre de 26% que Gabriel Zuckman va utiliser lorsqu'il dit que les Français paient en moyenne 2 fois plus d'impôts que les milliardaires. Parce que oui, les Français ne paient pas 0,4% d'impôts moyens, sinon ça serait un non-sujet. Toujours selon l'IPP, les Français paient en moyenne entre 45 et 50% d'impôts. Pour calculer ce chiffre, l'IPP fait le rapport entre tous les impôts et cotisations versés par un ménage et son revenu total brut, avant impôt. Alors déjà, face à cet argument, on pourrait plutôt chercher à baisser l'impôt sur le français moyen. Mais dire qu'on va aller plutôt chercher chez les plus riches, qui sont les responsables, c'est beaucoup plus vendeur politiquement. Aussi, ce qui est assez cocasse, c'est que les 50% d'impôts des classes moyennes incluent les cotisations sociales. Alors que beaucoup à gauche estiment que les cotisations sociales ne sont pas des impôts, mais du salaire différé, le fameux, car ça ouvre des droits à la santé ou à la retraite. Donc ici, on peut voir une incohérence de la part de la gauche. Mais qu'importe, les ultra-riches paient 2 fois moins d'impôts selon l'IPP, alors est-ce que la taxe Zuckman est-elle une bonne solution pour pallier à ce problème ? Une taxe de 2%, vu ce que possèdent les milliardaires, ça paraît peu. Sauf que, contrairement à l'impôt sur le revenu, qui taxe ce que vous gagnez chaque année, la taxe Zuckman taxe ce que vous possédez chaque année. C'est donc une taxe sur le stock de richesse et pas sur le flux. Un bon parallèle, c'est la taxe foncière. En France, la taxe foncière correspond en moyenne à 0,5% de la valeur d'un bien immobilier. Et les ultra-riches y sont bien soumis aussi. La taxe Zuckman, elle, serait de 2%, soit 4 fois plus élevée, et sur tout le patrimoine, pas seulement les maisons. Pour donner une idée, on pourrait essayer de calculer une taxe Zuckman appliquée aux Français moyens.
Alors en fait, on va plutôt prendre le français médian. Le salaire net médian en France est d'environ 2100 € par mois, soit 25 000 € par an. Le patrimoine net médian, tout confondu, immobilier, épargne, voiture, etc., est lui d'environ 177 000 € par adulte selon l'INSEE. Ce sont les chiffres de 2023, je vous laisse checker en description. Donc pour un Français médian, la taxe Zuckman lui ferait payer 3 540 € par an sur un patrimoine de 177 000 €, soit 14% de ses revenus annuels. Mais maintenant, à quoi ça correspond pour un milliardaire français ? C'est pas facile à estimer, mais on a quelques sources pour s'en rapprocher. La rémunération moyenne des PDG des 120 plus grandes entreprises françaises, incluant fixes et variables, était d'environ 4,5 millions d'euros en 2021. Ce sont les chiffres de l'Observatoire des inégalités. Selon Cadre Emploi, les PDG du CAC 40 ont en 2022 eu en moyenne un package global de rémunération autour de 6,5 millions d'euros. Selon une autre source, en 2024, les dirigeants du CAC 40 ont eu une rémunération moyenne d'environ 2,611 millions d'euros, avec une médiane autour de 2,098 millions d'euros. Après, il y a aussi des exemples extrêmes comme Carlos Tavares qui a reçu 36,5 millions d'euros en 2023. Mais vu les données qu'on a, je vous propose plutôt d'estimer une moyenne plausible des PDG du CAC 40. Et donc, je vous propose une fourchette allant de 3 à 11 millions d'euros par an. Zuckman espère récupérer 20 milliards d'euros par an sur 1800 foyers fiscaux. En admettant qu'on récupère bien ces 20 milliards d'euros par an, ça veut dire qu'on aurait une taxe moyenne annuelle de 11 millions d'euros. Ce qui donnerait entre 100 et 400% du revenu annuel des PDG. Et là, de suite, c'est beaucoup moins sympa que 2%. À noter aussi que Gabriel Zuckman a parlé d'augmenter cette taxe par la suite, à 4 voire 8%. 8% pour notre français moyen, ça serait autour des 57% de ses revenus annuels. Et pour les PDG français, on irait de 700 à 3000%. Alors ces chiffres sont très impressionnants, mais là on parle des PDG du CAC 40. Sauf que certains milliardaires n'ont pas cette rémunération-là. Et un des cas qui a fait un petit peu parler de lui, c'est celui du patron de Mistral AI. Le cas du patron de Mistral AI a souvent été évoqué, notamment par une journaliste face à Éric Coquerel qui ne semble absolument pas comprendre la taxe qu'il défend. Bah lui, sa boîte vaut très très cher, elle gagne pas d'argent, donc lui il se paye pas. Bah, il fait quoi ? Il vend sa boîte à des Américains qui ne demandent que ça ? Mais donc je suppose que s'il se paye pas, son patrimoine n'augmente pas. Bon, c'est les filles, on a l'habitude. En effet, Arthur Mensch est le patron d'une start-up dans l'intelligence artificielle. Il a donc meilleure presse qu'un gros patron du CAC 40. Il est jeune, de formation ingénieur, il a travaillé aux USA, et l'IA c'est le domaine technologique le plus hype du moment. Donc les Français ont un peu plus de sympathie pour lui qu'un Bernard Arnault. Alors j'ai essayé de calculer ce qu'il paierait chaque année versus le salaire qu'il se verse. Il n'y a pas beaucoup de chiffres publics, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de faire une estimation. Une source estime son salaire à 3 à 5 fois le salaire d'un ingénieur IA senior parisien. Lui-même estimé entre 80 et 90 000 € l'année, on serait donc entre 250 et 400 000 €. Maintenant, concernant son capital dans Mistral AI, en septembre 2025, l'entreprise levait 1,7 milliard d'euros pour atteindre 11,7 milliards. Selon une autre source qui présente les fondateurs de Mistral comme milliardaires, chacun posséderait au moins 8% du capital, ce qui donne sur 11,7 milliards, 936 millions. Donc effectivement, quasiment 1 milliard. Maintenant, si on applique la taxe Zuckman à Arthur Mensch, il devrait donc payer 18,72 millions d'euros par an. Pour un salaire entre 250 et 400 000 €, il devrait donc payer 47 à 75 fois son salaire annuel. Ou dit autrement pour rigoler, il devrait payer chaque année entre 4 700 et 7 500% de son salaire. Et de suite, ça paraît un peu plus confiscatoire que de petits pourcents. Si on veut encore aller plus loin, on peut calculer pour une taxe à 8%. Donc là, on serait entre 187 et 300 fois son salaire, ou 18 000 et 30 000%. Alors attention, le but de la loi Zuckman est de pousser les milliardaires à vendre leur patrimoine. C'est pour ça qu'on a ces gros chiffres, c'est pour inciter. Mais évidemment, les cas comme celui du patron de Mistral n'étaient pas prévus. Maintenant qu'on s'est intéressé aux conséquences sur les milliardaires, intéressons-nous aux conséquences sur les boîtes françaises et par extension sur l'économie française. Cette taxe pousserait donc les plus fortunés à vendre leurs actions pour payer. Les milliardaires français, ce sont surtout des patrons qui ont du capital dans leur entreprise. On peut donc se poser la question suivante, quel serait l'effet de ces ventes massives d'actions d'entreprises françaises chaque année ? Tout d'abord, cela augmenterait l'offre d'actions françaises, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les prix. C'est un mécanisme classique du marché.
Par exemple, si Bernard Arnault, les Bettencourt ou les dirigeants des grandes boîtes françaises vendaient 1 à 2% de leur capital par an, cela pourrait créer une volatilité accrue et peser sur la valorisation boursière des entreprises du CAC 40. En gros, le CAC 40 va baisser, les actions vendues l'année suivante vaudront moins, il va donc falloir vendre encore plus d'actions pour réunir la même somme, ce qui risquerait d'entretenir un cercle vicieux de baisse des cours et de ventes supplémentaires. Aussi, il y a un risque de dilution du capital et de perte de contrôle. Les fondateurs ou dirigeants forcés de vendre peuvent perdre des parts de contrôle dans leur entreprise. Alors, des fonds étrangers ou des concurrents peuvent en profiter pour racheter ces actions. Il y a un risque de perte d'indépendance stratégique. Par exemple, pour des entreprises dans le domaine de la défense, comme Dassault ou Thales. Surtout que ce sont les mêmes qui nous parlent de ceux qui bradent les entreprises françaises aux Américains, alors qu'avec cette taxe, c'est littéralement ce qui risque de se produire. Parce que là, pour le coup, on braderait vraiment des parts d'entreprises françaises. Aussi, il y aurait une baisse de la confiance des investisseurs. Si certains concurrents pourraient profiter de la baisse des valorisations d'entreprises françaises pour racheter des concurrents, par exemple, au niveau macro, cela crée une attente négative sur les valorisations à long terme. Les investisseurs étrangers peuvent percevoir la France comme un pays risqué fiscalement pour les entrepreneurs. On parle alors d'effet d'éviction des capitaux privés. Mais il y aurait aussi des effets économiques plus larges, comme moins d'investissement dans l'économie française en général. En plus de détenir des capitaux dans leur propre boîte, les milliardaires sont aussi souvent des investisseurs dans des startups, des PME, des fonds, des infrastructures. S'ils doivent vendre des actifs pour payer l'impôt, ils auront donc moins de cash disponible pour investir ailleurs. Cela peut donc réduire le financement privé de l'innovation et des jeunes entreprises. Aussi, évidemment, il y a un risque d'exil fiscal. Certains milliardaires peuvent décider de transférer leur résidence fiscale ou leur holding à l'étranger. Cela réduirait les recettes fiscales attendues et potentiellement affaiblirait le tissu entrepreneurial français. Il y aurait aussi des effets possibles sur les salaires et les emplois. Si la baisse de confiance entraîne une baisse de la valorisation, cela peut freiner les investissements, les embauches ou les augmentations. Les entreprises non cotées pourraient voir leur capacité d'attirer les investisseurs diminuer. Et surtout, quand la taxe aura ramené moins de recettes que prévu, il y aura deux choix possibles. Augmenter la taxe jusqu'à 8%, par exemple, comme déjà évoqué, soit augmenter le nombre de personnes éligibles à la taxe. Dans les deux cas, on rentre dans un engrenage dangereux. Alors, il y a aussi une alternative qui a été évoquée, notamment par rapport au cas des fondateurs de Mistral AI qui ne peuvent pas payer la taxe. Ça serait de céder 2% du capital à l'État. L'État deviendrait ainsi actionnaire minoritaire de plusieurs grandes entreprises privées. Cela pourrait créer des questions de gouvernance, de représentation au conseil d'administration, des craintes de politisation des décisions stratégiques. Il y aurait alors une dilution progressive du capital privé. À force d'acquérir des petites parts chaque année, l'État pourrait finir par détenir des participations significatives dans les entreprises françaises. Cela revient à une nationalisation lente et diffuse et non votée explicitement. Les investisseurs privés pourraient anticiper une ingérence publique croissante, ce qui pèserait sur la confiance à long terme. Face aux critiques sur cette taxe, la gauche a redoublé d'ingéniosité pour trouver des arguments imparables, avec notamment un magnifique argument d'autorité qui est que des prix Nobel la soutiennent, notamment Joseph Stiglitz, qui, je le rappelle, vantait le modèle du Venezuela de Chavez ou de l'Argentine de Fernandez, avec les succès économiques que l'on connaît, c'est-à-dire une dette abyssale et une inflation à 3 chiffres. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et surtout, il y a d'autres prix Nobel qui, eux, la jugent dangereuse, comme par exemple Jean Tirole. Ou alors, un des derniers prix Nobel, Philippe Agnon, qui a débattu avec Zucman, a exprimé son désaccord avec la taxe. Oh merde! Oh, c'est con ça! Un autre argument souvent sorti par la gauche, c'est que les riches ne partiraient pas contre les taxes. Apparemment, ils sont plus gentils que prévu. Sauf que, on peut parler du cas norvégien. En 2022, le gouvernement de gauche a augmenté sa taxe sur la richesse de 0,1% pour arriver à 1,1% pour les patrimoines les plus élevés. En quelques mois, plus de 30 milliardaires et multimillionnaires ont quitté le pays. Un record historique pour la Norvège. Parmi eux, certains des plus grands entrepreneurs du pays partis en Suisse pour échapper à l'impôt. Le gouvernement espérait gagner 146 millions de dollars supplémentaires. En réalité, selon plusieurs estimations, il a perdu jusqu'à 600 millions de recettes. Et ça, c'est sans compter les emplois, les investissements et les dons caritatifs qui accompagnaient ces fortunes. Sachant que là, on parle de la Norvège, un pays qui vit partiellement des revenus de son pétrole, pas seulement de ses impôts. Donc oui, les riches partent quand la fiscalité devient confiscatoire, même dans les pays stables et prospères comme la Norvège. Mais en réponse à cela, certains disent que c'est pas grave, on n'a qu'à faire comme les États-Unis, taxer les exilés. Pour rappel, les États-Unis sont le seul grand pays au monde à taxer tous leurs citoyens, même s'ils vivent à l'étranger. C'est ce que l'on appelle le Citizenship Based Taxation, CBT en anglais.
par exemple, pour un citoyen américain vivant en France, il va d'abord payer l'impôt français, ensuite il déclare ce même revenu à l'IRS pour les États-Unis, l'IRS calcule combien il devrait payer aux États-Unis selon les taux américains, puis il déduit ce qu'il a déjà payé en France. Bon, déjà, la France fait partie de l'Union européenne. Or, le droit de l'UE garantit la liberté de circulation des personnes et des capitaux. Une taxation mondiale à la française pourrait être considérée comme discriminatoire ou contraire aux traités européens. La France pourrait être attaquée devant la Cour de justice de l'UE. Mais surtout, il faudrait renégocier pratiquement toutes les conventions fiscales bilatérales avec les autres pays, dont les États-Unis eux-mêmes. Et est-ce que vous pensez vraiment que les USA vont accepter de prendre une mesure qui empêche des milliardaires, des entrepreneurs et des PDG français à venir s'exiler chez eux? Ils n'ont aucun intérêt à accepter, à changer les termes d'un accord qui les arrange, et la France n'a aucun moyen de pression sur les USA. Et en fait, c'est pareil avec plein d'autres pays, la Suisse, Monaco, Dubaï ou le Luxembourg. Il ne faut pas oublier que les USA sont la première puissance mondiale. Le dollar est la monnaie de référence mondiale. Ce n'est pas le cas de la France, qui n'a pas les mêmes capacités de négociation, et surtout pas avec des pays plus prospères et attractifs qu'elle. Alors la gauche, face à ces contradictions, a aussi montré son vrai visage, autoritaire. Thomas Piketty veut geler les actifs et arrêter les milliardaires qui voudraient quitter la France aux aéroports. François Ruffin veut priver de droits civiques les grandes fortunes qui quitteraient la France. On passe de « ne vous en faites pas, les riches ne quittent jamais le territoire si on augmente les taxes » à « il faut mettre les riches au goulag s'ils traversent le mur fiscal français ». Alors, où en est la taxe en France ? Le 20 février 2025, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi portée par des députés écologistes et de gauche, visant donc à instaurer un impôt plancher de 2% sur les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros. À ce stade, l'adoption était symbolique, le Sénat devait statuer à son tour. Et le 12 juin 2025, le Sénat a rejeté cette proposition de loi, par 188 voix contre 129. Le gouvernement étudie également des mécanismes plus modérés, comme un impôt minimal de 0,5% sur le patrimoine, avec en plus des exclusions. Aussi, certains évoquaient le risque de censure du Conseil constitutionnel. En effet, il pourrait juger la taxe Zuckman contraire aux principes constitutionnels d'égalité, de non-confiscation, de respect des libertés ou de proportionnalité, par exemple. La taxe Zuckman part d'une intention morale, rétablir une égalité face à l'impôt. Sauf que, comme bien souvent, on préfère augmenter les taxes sur les plus riches plutôt que de chercher à moins taxer la classe moyenne, dans un pays avec une fiscalité déjà très importante. On pourrait aussi encourager les classes moyennes à capitaliser, sachant que cette gauche qui critique les riches qui capitalisent et s'engraissent de dividendes est aussi anti-retraite par capitalisation pour les classes moyennes et inférieures. En fait, c'est beaucoup plus vendeur politiquement de dire que c'est à l'autre de payer, plutôt que de pousser des solutions qui nécessitent de réduire les dépenses. Cette taxe repose sur des chiffres discutables et surtout beaucoup de démagogie. Présentée comme une taxe de bon sens d'à peine 2%, alors qu'on parle d'une taxe sur le patrimoine, soit un stock, on se rend compte que si on s'amuse comme on a fait à présenter ces mêmes chiffres différemment, de suite elle paraît beaucoup plus confiscatoire. Pousser des patrons à vendre leur part d'entreprise est dangereux pour l'économie française, car le marché français serait bien moins attractif pour les investisseurs, ça ferait fuir les talents. On aurait des gouvernances d'entreprises diluées et on entendrait les mêmes parler de vente d'entreprises au rabais aux Américains, ou de désindustrialisation, de délocalisation, etc. Alors attention, le but de cette vidéo n'était pas de plaindre les milliardaires, car eux, ils s'en sortiront toujours, ils ont des armées de juristes à disposition. Ce sont les entreprises, les salariés et l'innovation française qui paieront la facture. Parce que, contrairement à ce que croient les planificateurs, l'économie n'est pas un jeu d'échecs où un État bouge ses pions. C'est un système vivant, fondé sur l'action humaine. Et c'est pour ça que systématiquement, avec ce genre de taxes, l'État ne récupère pas les recettes espérées. C'est la fameuse courbe de Laffer. C'était déjà le cas avec la taxe sur les yachts, censée rapporter 5 à 10 millions d'euros et qui en a rapporté seulement en 2024 60 000 euros, soit un rendement 80 à 160 fois inférieur aux attentes. On peut aussi citer les 75% de Hollande. En taxant la réussite, on finit toujours par taxer la prospérité. Et encore une fois, c'est Nicolas qui va payer parce que lui, il ne pourra pas s'exiler fiscalement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on vient tout juste de dépasser le cap des 1000 abonnés. Si vous voulez une autre vidéo de vulgarisation économique, on vous conseille notre vidéo sur la courbe de Barre et la taille optimale de l'État. Et moi je vous dis à la prochaine pour parler encore de liberté.